Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour, aujourd'hui on aborde une analyse qui est assez difficile mais vraiment essentielle. Elle nous vient du collectif Voix libérée. Oui, un collectif qui soutient d'anciennes victimes des petits chanteurs de Touraine. Exactement, et tout part d'un événement récent, la condamnation de l'abbé Bernard Tartu en mars 2024 par la justice ecclésiale. Ce qui a relancé beaucoup de questionnements. Voilà, et la question que pose le collectif est terrible. Comment des violences ont-elles pu s'installer et durer dans un cadre qui est censé protéger? Et il se concentre sur un point très précis, la confession. Et c'est un angle d'analyse très puissant. Il faut bien comprendre que la confession, dans la tradition catholique, c'est en principe un lieu de libération, de vérité. Oui, un moment de confiance absolue. C'est ça. Mais c'est aussi, par nature, un moment de vulnérabilité extrême. La personne se met à nu spirituellement. Et en face, le prêtre, lui, a une autorité morale totale qui est renforcée par le secret. Une asymétrie de pouvoir totale, en fait. Exactement. Et c'est là que ça devient glaçant. Le texte dit que la confession, ce n'est pas forcément le lieu de l'agression elle-même, mais que ça peut devenir une sorte de sas du repérage. Comment ça fonctionne concrètement? C'est un mécanisme très insidieux. D'après les témoignages, un agresseur peut se servir de cet espace d'intimité pour identifier les failles. Les failles, C'est-à-dire, un enfant qui cherche de la reconnaissance, un jeune qui est déjà un peu fragilisé, le confessionnal devient une sorte de laboratoire pour tester ses limites. tester sa capacité à obéir, à garder un secret, voilà. Ce n'est pas une attaque frontale, non. C'est vraiment la première étape pour tisser une toile, pour installer une emprise psychologique. Une emprise qui doit reposer sur une manipulation très profonde, j'imagine. Le texte parle d'ailleurs d'une confusion des registres. C'est bien ça? C'est tout à fait ça, et c'est peut-être le plus pervers du système. Le spirituel et l'affectif sont délibérément mélangés. Des gestes déplacés, par exemple, sont présentés comme des épreuves. Des épreuves. Oui, ou des chemins de purification pour grandir dans la foi. C'est une spiritualisation de l'abus. Et par-dessus, il y a ce que le texte appelle la sacralisation du silence. C'est-à-dire qu'on impose le silence au nom de Dieu, en quelque sorte? Au nom du pardon, ou par peur du scandale qui pourrait salir l'Église. Du coup, la victime finit par intérioriser la faute. Elle pense que c'est elle le problème. La confession devient un outil de domination. C'est terrible. L'outil de libération devient un outil d'enfermement. Et si c'est le cas, alors on ne peut plus parler d'une simple faute individuelle, comme celle de l'abbé Tartu. Non, bien sûr que non. C'est la conclusion logique. Le collectif pointe un système qui manque cruellement de ce qu'on pourrait appeler des contre-pouvoirs. Un environnement clos? Oui, un environnement où, structurellement, la parole d'un enfant pèse bien moins lourd que celle d'un prêtre. Et le sacré peut servir de paravent idéal. Des espaces comme la confession, ils échappent à toute régulation externe. Face à ce constat qui est vraiment accablant, est-ce que le collectif propose des pistes, des revendications? Oui, elles sont très claires. Premièrement, l'absolution spirituelle, le pardon, ça ne remplace pas la justice des hommes. C'est non négociable. D'accord. Deuxièmement, le secret de la confession ne doit jamais, au grand jamais, servir de bouclier pour protéger un agresseur. Et la troisième? Et enfin, il faut entièrement repenser ces espaces d'écoute, avec des garde-fous clairs, des superviseurs externes et une formation beaucoup plus sérieuse des prêtres sur les questions d'emprise. Donc si je résume, l'idée n'est pas de condamner le sacrement lui-même. Non, pas du tout. Il s'agit de refuser son instrumentalisation pour protéger les personnes, surtout les enfants bien sûr. Et la conclusion du texte insiste sur ce point. La toute première étape, c'est d'écouter et de croire les victimes. C'est la seule façon de voir les failles du système pour pouvoir enfin le transformer. C'est une exigence de vérité. Absolument. Et pour ouvrir la réflexion, on pourrait se dire que cette analyse, même si elle se concentre sur une institution religieuse, elle soulève une question beaucoup plus large. Qui nous dépasse tous, oui. Elle nous interroge sur toutes les organisations où il y a à la fois une forte asymétrie de pouvoir et une culture du secret. Que ce soit dans le sport, dans l'éducation ou même dans le milieu médical, la question finalement c'est comment s'assurer que des contre-pouvoirs efficaces sont vraiment en place partout pour protéger les plus vulnérables. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée.
Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.